Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Avant de débuter cet épisode sur la réanimation avec un très bel invité, je suis fier de t'annoncer qu'après des mois de travail, mon site reussiteenifsi.fr est désormais en ligne. Tu y trouveras des fiches de révision complètes relues par mon équipe de professionnels, de nombreux QCM interactifs à chaque fin de cours, mais surtout l'intégralité des cours en version audio. D'ailleurs, tu peux dès à présent télécharger gratuitement sur le site un livre que j'ai écrit pour tous les étudiants infirmiers, le guide ultime pour réussir ton IFSI. Tu y trouveras justement de précieux conseils pour réussir ton IFSI. En tout cas, merci pour ta confiance, parce que vous êtes de plus en plus à écouter le podcast et ça m'encourage vraiment à vous faire des épisodes les plus qualitatifs possibles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Être infirmier. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louis pour l'épisode Être infirmier en réanimation polyvalente. Bonjour Louis. Salut. Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode, je te laisse te présenter. Donc écoute, je m'appelle Louis, je suis infirmier en réa, donc en réa polyvalente, en réa chir polyvalente, où on a la chance de faire beaucoup de cardio, et également de la salle de réveil, du déchoc et de l'USC, c'est un gros service. Et à côté de ça, je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Un homme en blanc, qui vient en aide aux étudiants infirmiers et aux nouveaux diplômés. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel ? Donc mon parcours professionnel infirmier, il a commencé tard, parce qu'en fait moi c'est une reconversion professionnelle. J'ai été diplômé 4 ans maintenant, à peu près, et donc j'ai commencé très rapidement, très brièvement par de la NPR, de la médecine physique réadaptation. Ça m'a moyennement plu, du coup au bout de 3 mois je suis parti directement en réanimation. La première c'était une réanimation poly, principalement médicale, que je suis resté 1 an et demi, 2 ans, et là ça y est, j'ai changé, je suis depuis un peu plus d'1 an dans une réa plus axée chir, une grosse réa. Donc aujourd'hui on va parler de la réanimation, particulièrement de là où tu exerces la réanimation polyvalente. Est-ce que déjà pour nos auditeurs tu peux expliquer du coup ce que c'est la réanimation, ce qu'on appelle polyvalente ? En fait on peut séparer la réanimation en plusieurs versants. Il y a la réanimation médicale ou la réanimation chirurgicale, et la réanimation polyvalente c'est celle qui mixe un petit peu les deux. C'est celle qui est susceptible de prendre plusieurs spécialités en même temps. Qui est un petit peu touche à tout en fait, c'est vraiment ça. Par rapport à une réa chir qui ne va prendre quasiment que des post-blocs, ou une réa med qui ne va pas prendre justement de blocs. Alors comme je disais, on n'a jamais abordé la réanimation et c'est un sujet qui attire vraiment les étudiants. C'est quoi la principale particularité de la réanimation ? La réanimation, il faut comprendre que c'est un service où en fait on a un patient ou une patiente qui a une défaillance viscérale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as un organe, et notamment un organe noble en général, qui ne fonctionne plus. Et typiquement, si c'est le cœur, c'est chiant. C'est compliqué de vivre sans ton cœur. Un organe défaillant entraîne systématiquement une défaillance des autres organes. En fait, c'est une course contre le temps, c'est-à-dire qu'il faut réussir à rattraper le plus vite possible ce qui ne fonctionne pas, à compenser ce qui ne fonctionne pas, à accompagner le patient le temps de, des fois, prendre le relais sur l'organe pour que ça marche. Typiquement, un patient qui n'est plus capable de respirer seul, on a pu le voir récemment avec tous les Covid, si les poumons ne sont plus capables de faire efficacement leur job, on va, grâce à des machines principalement, grâce à des traitements, prendre le relais pendant un temps sur les poumons, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près ce que le patient arrive à récupérer, puis au fur et à mesure à faire sortir de réanimation quand il a récupéré justement. Et à éviter cette cascade de défaillance. Parce que si les poumons ne marchent pas, si par exemple le cœur ne marche pas, ça atteint les reins, ça va atteindre le foie, ça va atteindre les poumons. On ne peut pas vivre sans tout ça. Ça paraît évident, mais... Mais c'est important de le rappeler. C'est bon de le rappeler, puis ça arrive super vite. Voilà, le but de la réanimation, c'est ça. C'est arrêter tout de suite ce qui tue, ralentir en tout cas le plus possible, prendre le relais sur le corps le temps que la personne récupère, et l'accompagner justement dans sa récupération. C'est super bien expliqué. Et du coup, toi, dans ton quotidien, quelles sont un peu les pathologies que tu peux être amené à croiser ? Alors, je suis dans une réa principalement axée quand même sur de la cardio, beaucoup de cardio et des polytraumatisés, donc accidentés de la route principalement. La cardio, en fait, c'est toutes les personnes qui sont ce qu'on appelle un choc cardiogénique, la plupart, c'est-à-dire qu'en gros, le cœur n'est plus capable de faire son job. Il n'est plus capable de faire son job parce qu'il est trop vieux, parce qu'il y a une malformation génétique, parce que peut avoir aussi des atteintes des gros vaisseaux, typiquement les dissections aortiques, c'est-à-dire qu'à un moment, l'aorte, qui est le gros vaisseau qui distribue le sang au corps, n'est plus étanche. Voilà. Et pour faire très simple, et le but du jeu, c'est justement de réussir à prendre en charge ces patients le plus vite possible pour rendre de nouveau l'aorte étanche, par exemple, pour pouvoir
pouvoir continuer à avoir le sang juste qui circule dans ton corps. C'est principalement ces pathologies-là. Après, on va, ce que tu disais, les polytraumatisés, c'est des personnes qui sont fait shootées par des voitures, par le métro, parce que je suis en région parisienne, des personnes qui ont des gros accidents de travail, typiquement un accident de chantier, quand il y a pas si longtemps, il y a une scie circulaire qui avait dérapé, qui avait attaqué la jambe, ou des trucs comme ça. C'est ça. Là, encore une fois, tu vois, le problème, c'est pas tellement un organe qui défaille, là, c'est que tu es en train de te vider de ton sang. Si t'as plus de sang, t'as plus de vie. Pour réussir à arrêter le saignement rapidement. Après, c'est beaucoup de pathologies congénitales également qu'on va avoir. Voilà. Et toutes les pathologies associées, parce que si le cœur déconne, ça fait déconner tous les autres organes, principalement les reins. Pathologies rénales associées aussi. Et du coup, c'est quoi le parcours patient? Comment ça se passe une arrivée en réanimation et un départ? Alors, il va y avoir deux grands types d'arrivées. Je parle de mon service. Alors, deux grands types d'arrivées. L'arrivée programmée, plus ou moins programmée, on sait qu'il y a une défaillance du cœur, par exemple. Typiquement, un patient qui est en attente de greffe. Parce que son cœur n'est plus suffisamment fort pour battre tout seul, donc il est déjà accompagné. Il y a des stimulations électriques au quotidien, il y a des pompes qui sont greffées aux patients qui permettent de prendre un petit peu le relais, comme des béquilles, c'est une béquille pour assister le cœur en fait. Sauf que ça ne tient pas toute ta vie ça. Et typiquement, si on a un appel transplantation, le patient arrive, il est programmé et on le fait le plus vite possible. Il passe au bloc et ensuite il y a tout l'accompagnement. La préparation, il y a tout l'accompagnement qui est derrière pour s'assurer que le greffon, le nouveau cœur prenne. Des fois c'est compliqué et même quand ça se passe relativement bien, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Il y a pour la greffe plusieurs heures de circulation extracorporelle, c'est-à-dire que c'est une pompe qui prend le relais du cœur, le temps qu'on mette le nouveau, mais ça a tendance à abîmer un peu les autres organes. Donc il faut les aider un peu à se réveiller. Ça c'est vraiment l'entrée classique, l'entrée programmée. Il y a une pathologie, on le sait, mais c'est pas à faire immédiatement. Ça va surveiller de près, mais c'est pas à faire immédiatement. Là, le deuxième type d'entrée, c'est les urgences. C'est ce qui va passer par le déchoc, principalement. C'est un patient ou une patiente qui vivait sa vie, tout se passe bien, tout d'un coup, très forte douleur dans la poitrine, on sait pas ce qui se passe. Elle arrive à l'eau le 15, ils arrivent aux urgences, donc soit aux urgences chez toi, soit au déchoc directement chez nous. Là, le but du jeu, ça va être de les techniquer le plus vite possible, c'est-à-dire d'aller chercher via un scanner et d'autres examens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe rapidement, en profondeur? Et surtout de arrêter, encore une fois, arrêter ce qui tue. Est-ce que c'est parce qu'il y a du sang qui se glisse autour du cœur et qui empêche le cœur de battre? Est-ce que c'est parce qu'il y a une dissection, donc c'est-à-dire qu'en fait, le cœur pompe bien, mais il envoie dans un tuyau qui est percé? Est-ce que c'est, sur le cas d'un polytro, parce qu'il s'est pris une voiture sur le côté, qui a les côtes complètement enfoncées, qui l'empêche de respirer? Ceux-là, on les prend en direct, pareil, on les envoie au bloc directement, et on les récupère derrière avec une surveillance aux petits oignons, pour être sûr qu'on ne soit passé à côté de rien, pour être sûr que le bloc ait suffi à réparer et à pallier justement au risque létal. Et surtout, derrière, on va aller, encore une fois, filer un petit coup de main aux organes qui ont pu être touchés, pour les délester de leur charge. Quand tu prends une personne juste qui s'est fait éclater, les muscles sont très très abîmés. On ne pense pas forcément aux muscles, pourtant ils sont très abîmés. Et ils relâchent une grosse protéine, et cette grosse protéine dans le sang, quand le sang va être filtré par le rein, cette grosse protéine, elle va boucher les reins, pour faire très simple. Elle va flinguer les reins en fait. Parce que, tout simplement, tu t'es pris une voiture, tu as abîmé tes muscles, j'ai rien cassé, très bien. Et ouais, en fait, tes reins vont prendre très cher. Et du coup, il va falloir qu'on supplante un petit peu les reins pendant un temps. C'est un exemple parmi d'autres. Ça permet de faire une belle transition sur justement tous les soins que tu peux réaliser en étant infirmier en réanimation. Tu parlais justement de remplacer les reins. Donc c'est vrai qu'en réanimation, c'est peut-être un des seuls services, en dehors des services spécifiques comme l'hémodialyse par exemple, où on va pratiquer la dialyse. Tu me diras si je me trompe. C'est une bonne question. C'est vrai que la dialyse évidemment, c'est l'hémodialyse. Ah non, la néphro doit pas mal dialyser, je pense. La néphro, mais après c'est vrai que le problème c'est que c'est quelque chose qui demande une surveillance, qui demande de la place, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres services. Parce que même s'il y a de la place, c'est pas forcément le temps. Quand tu as 15 patients, tu n'as pas forcément le temps de gérer ta dialyse. L'avantage de la réanimation, c'est qu'on n'a que 2 à 3 patients par infirmier. Certes, c'est plus confortable dit comme ça, c'est aussi juste impensable de faire plus, parce que quand tu dois commencer à gérer plus de patients et plus de machines, tu t'en sors pas en fait, tout simplement. Et du coup, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des soins que tu peux être amené à réaliser en tant qu'infirmier en réanimation? La réanimation, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je trouve que c'est très complet. Ça peut aller des soins de confort de base, d'hygiène, qui sont hyper importants. Alors, je dis pas ça de manière, oui, les soins d'hygiène, c'est important, enfin, attention, les ESI, il faut être bien. Non. Quand quelqu'un ne bouge pas pendant des jours dans son lit, chaque pli de drap provoque potentiellement un escarre. Si tu le laisses un petit peu macérer dans son jus, escarre. Et des escarres, ça veut dire ta récupération plus longue. Ça veut dire des plaies après, et ça veut dire pour toi plus de travail, de toute façon. Ça veut dire potentielle infection, voilà. Donc les soins de base, c'est ça déjà. Ensuite, effectivement, on va commencer à partir sur des choses qui sont un peu plus
Instagrammable, toutes les machines, effectivement, on en parlait tout à l'heure, la ventilation artificielle, donc soit par l'intubation, soit par la ventilation non invasive, soit par les soins trachéaux. La circulation, on parle de la dialyse aussi, donc la dialyse, effectivement, on va venir filtrer le sang via une machine qui s'appelle la dialyse. Alors, on a déjà relayé les poumons, on a relayé le rein, il y a des dialyses hépatiques qui existent, on prend le relais du foie, il y a la circulation extracorporelle, qu'on appelle les ECMO ou les ECLS, qui viennent prendre en charge soit encore une fois le poumon, c'est-à-dire qu'on va faire sortir le sang du patient, mettre de l'oxygène, enlever le CO2 dans le sang et le renvoyer au patient. Voilà, en gros c'est ça. Les ECLS, c'est à peu près le même principe, sauf qu'en plus, on pallie au travail du cœur. Donc vraiment, à chaque fois, on vide le patient de son sang et on le remplit. Enfin, on le vide pas, mais on le fait sortir, on le nettoie, on le met bien aux petits oignons et on le renvoie. Voilà, c'est les machines principales. Après, il y a énormément de choses, parce qu'il va y avoir encore on peut avoir de la surveillance neuro, on peut avoir de la surveillance vasculaire des membres. Typiquement, si tu as un patient qui a été touché au niveau du dos, au niveau du bassin, les artères iliaques qui ont été touchées, la question c'est juste, et lui il peut pas parler, est-ce qu'il y a toujours du sang qui arrive au bout des jambes? Parce que si c'est pas le cas, tu as deux solutions. Soit tu le prends en chire hyper vite pour pouvoir revasculariser justement le membre, soit hypersorbent en quelques heures. Voilà. Donc, solution 1, c'est bien. On a déjà fait un beau petit tour. Après, il faut vraiment... Ce qu'il y a, c'est qu'on en parle comme ça, il faut vraiment aller en réa. S'il y en a qui ont l'occasion d'aller jeter un œil en réa, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on fait, tu as une surveillance hyper rapprochée quant au bilan, parce que c'est ton job à 100%, quand tu fais une prise de sang, d'aller voir le résultat, et alors toi, d'ajuster selon ce que toi tu peux faire, selon la marge de manœuvre que tu as, mais surtout d'alerter le doc derrière s'il y a quelque chose qui commence à partir en vrille. Parce que lui, il a plus de patients que toi, il n'aura pas forcément le temps d'aller voir, d'accord? Et c'est toi qui vas faire gagner du temps à ton patient. Je te rappelle qu'on court après le temps en réanimation. Voilà, donc ça c'est assez sympa aussi, c'est quelque chose de tout simple, mais c'est quelque chose... c'est suffisamment simple pour être acquis facilement, suffisamment complexe et intéressant pour que justement tu te penches dessus sérieusement, que ça fasse complètement partie de ton job. Faire une aparté, c'est d'ailleurs une des choses les plus importantes aux urgences, qui fait que les médecins voient énormément de monde, et c'est à nous vraiment d'aller revoir les bilans pour vraiment voir en temps réel où ça en est, parce qu'on peut perdre des heures aux urgences, parce que le médecin n'y pense pas, aller voir le bilan de Madame F, voir où ça en est ce que tel truc est augmenté et elle peut rentrer chez elle, ou au final non, il faut qu'on la passe en USC ou voire même en réa, parce que ça peut être grave. Et c'est ça qui fait gagner du temps et qui vraiment, c'est vraiment notre job d'infirmier. Tellement. En fait, c'est ça. Quand tu fais une prise de sang, quand tu fais un examen, tu poses une question. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa calémie? Si tu poses la question et que tu t'intéresses pas à la réponse, t'as rien compris à ton job en fait. Et c'est exactement ce que tu dis. Toi, t'as tes patients, t'en es responsable, sauf que aux urgences, vous avez pas mal de patients quand même. Mais c'est ta responsabilité, le médecin, il en a beaucoup plus que toi. Donc toi, il faut que tu arrives à justement gagner exactement ce que tu dis. Tout le temps que tu peux gagner, c'est du temps pour ton patient. Exactement. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée encore sur la réanimation qui est intéressante. Du coup, tu disais qu'effectivement, vous allez de 2 à 3 patients, donc on parle un peu de la charge de travail. Au niveau de la collaboration avec les collègues, parce que je sais que c'est un service assez spécifique à ce niveau-là, avec qui tu collabores au quotidien? C'est une équipe très large avec qui je collabore vraiment au quotidien. Alors, mon binôme AS, bien évidemment, les médecins internes, parce que je suis dans le public, donc il y a des internes, mais on a énormément de liens aussi avec les kinés, parce que tout ce qui est la mobilisation, les capacités ventilatoires, les capacités de déglutition, on franchit les caps avec eux en fait. C'est eux qui vont te dire, qui vont te donner des feux verts ou qui t'ont mettre des drapeaux rouges pour attends là on est trop tôt, trop tard, machin. C'est difficile des fois de faire la différence entre une personne qui est fatiguée mais qu'on peut pousser pour avancer et une personne qui est fatiguée et à qui il faut foutre la paix parce que sinon on va faire pire que mieux. Les psychologues, on a beaucoup de travail avec les psychologues parce que en partie pour les familles, pour la gestion des familles, et en partie aussi, enfin en grosse partie pour les patients eux-mêmes, parce que c'est quand même pas anodin de te retrouver dans un service de réanimation. Il y a beaucoup de patients qui perdent le rythme jour-nuit, parce qu'en fait, juste il y a la lumière quasiment tout le temps, même si la nuit on essaie de baisser, il y a toujours du bip, il y a toujours du bruit, il y a toujours du mouvement à côté. Tu te retrouves dans un environnement qui est quand même insécure, parce qu'à côté de toi, si tu entends du bruit dans une chambre à côté parce que le patient dévisse, il y a de quoi flipper, ça fait mal. Quand tu t'es fait intuber, même si tu as des patients qui sont intubés réveillés, faut le supporter un petit peu la ventilation comme ça, faut supporter d'avoir un tube qui va dans la gorge et qui souffle dans les poumons. T'as des cathéters, t'as des fils dans tous les sens, tu peux pas bouger, et même si on essaie d'y aller le plus positivement possible, même si on essaie d'y aller le plus diplomatiquement possible, t'as quand même des patients qui sont sur le fil, quoi. On leur explique, ton cœur il marche plus en fait, là c'est ces machines là qui font marcher ton cœur. Faut être serein en fait pour accepter ça. Donc le psychologue,
taffe vachement avec eux. Et puis on bosse pas mal aussi avec nos collègues des autres services en fait. Typiquement, le collègue de gastro hier qui m'a filé un coup de main pour faire un pansement de stomie. J'avais jamais vu une stomie sans mentir. J'ai jamais vu une stomie comme ça. Alors faut voir que moi j'ai la vidéo par rapport à vous, mais Louis est en train de me faire un beau cercle bien grand avec ses mains. Ah ouais, bah tout l'abdomen, hein, donc ça c'est top. Mais après en direct, c'est bien évidemment c'est les collègues AS en direct. C'est nous, c'est recto verso, tu vois. C'est une extension, ouais. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié en réa, c'est de pouvoir travailler dans ce fameux binôme infirmier AS qui pour moi que j'ai vu nulle part ailleurs. Hein. Vraiment travailler main dans la main et de pouvoir vraiment s'occuper du patient dans la globalité et de travailler ensemble. Tu vas me dire si je dis pas de bêtises, mais la toilette se fait souvent entre infirmier et AS parce que du coup, vu que les patients ne bougent pas, on les retourne ensemble, on fait les gestes ensemble et c'est vraiment, je trouve que c'est un très beau binôme et c'est très agréable comme façon de travailler. Ouais, puis surtout, c'est intéressant, c'est qu'ils ont un rôle vraiment qui est poussé où ils ont leur propre surveillance, ils te surveillent toi aussi, t'as vu l'heure, il faut faire ça. Et ceci, c'est ça. Tiens, j'ai vu le patient. Le patient, depuis tout à l'heure, je le trouve plus palo, il respire mal, et machin et tout ça. Toi, tu l'avais pas forcément remarqué, c'est ton AS qui va te dire. C'est ton AS qui est responsable aussi de tout ce qui est alimentation, tout ça. Quelqu'un qui a des troubles de déglutition, c'est quand même une sacrée responsabilité. Les AS ont de plus en plus, là en plus, depuis juin dernier, si je ne dis pas de bêtises, le rôle propre AS, il a quand même vachement évolué, donc il y a pas mal de gestes qu'ils peuvent faire, alors qu'ils faisaient déjà avant, on va pas se mentir, mais qu'ils peuvent faire maintenant légalement. Et voilà, ça devient leur responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que mon collègue AS peut faire, moi ça me déleste, mais ça me déleste parce que je lui fais 100% confiance. Je sais qu'il ou elle est capable, que si jamais il relève un élément complètement what the fuck, il va pas juste me noter dans le carnet, ah bah ça va, il a 0,1 mol de glycémie, tout va bien, je l'ai noté dans la pancarte. Non, je sais qu'il sera déjà en train de... Alors c'est très bas pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais qu'il sera déjà en train de le signaler et de mettre en place, de aller chercher le matériel pour. Le matériel, les AS connaissent. Voilà, on va poser un cathé. C'est toi l'infirmier qui doit servir pour poser un cathé, tout ça. Sauf que ton AS, il te récupère et te met tout ton matos à disposition en ordre, c'est génial. Il commence à t'installer le patient, il te rassure, il explique le patient tout ça en même temps. Il te fait tes infs, il te fait tes installations, tout ça. Et puis les AS qui ont un peu d'expérience, ils sont complètement capables de servir les médecins sans problème. C'est génial. Un point qu'on a, pour clore un petit peu les soins techniques, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le fait que, est-ce que tu peux rapidement essayer d'expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que la plupart des patients, tu me diras si je me trompe, mais sont intubés en réanimation et sont souvent sédatés en tout cas, et c'est l'infirmier qui gère tout ça. Comment ça se passe parce que du coup vous êtes amené en réanimation à utiliser beaucoup plus de drogue que nous, même aux urgences et dans tous les autres services. Comment ça se passe un petit peu tout ça? Les fameuses colonnes de pousse-seringue. En fait, il y a un degré de liberté. Alors ça, c'est spécifique réa par réa. Moi, j'en ai connu que 3, mais on discutait un petit peu à droite à gauche, je sais que ça change vraiment d'un à l'autre. Il y a plusieurs types de médicaments. Il y a, donc vraiment, tu parlais des sédations. Même dans les sédations, il y a la dentalgique, il y a différents types, mais en gros, selon les réanimations, il y a des endroits, on n'a pas le droit de toucher. Pas de prescription, tu touches pas. Il y a des réanimations où on va te dire, écoute, tu as le droit de toucher à certains médicaments, par exemple la noradrénaline aussi pour gérer la tension, tu as le droit de toucher, mais dans un certain gap, et à partir du moment où tu passes un cap, tu relèves, c'est-à-dire si tu mets beaucoup plus ou si tu mets beaucoup moins, il y a un moment où tu vas passer un coup de fil au médecin. Et puis il y a certaines réanimations où on va te dire, objectif de tension, entre temps et temps. Tu débrouilles, tu vis ta vie, le médecin il dit, moi je veux une tension à temps, tu te débrouilles. Ou je veux que le patient il soit sédaté, mais pas trop profond, qu'il soit donc sur une échelle qui va de 0 à 5, en gros, qu'il aille à 3. Et il est sédaté, mais entre 2. Ça, c'est assez sympa, parce qu'effectivement, le truc, pour que le médecin te fasse confiance, il faut que tu aies fait un peu tes preuves avant, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses le médoc, il faut que tu connaisses les effets indésirables, mais surtout, entre les effets indésirables papier et les effets indésirables dans le lit, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout, chaque personne ne réagit pas aussi fort à un médicament. Je pense tous d'accord, on a toutes des réactions différentes. Donc, comment on gère ça ? Ça va être, de toute façon, en fonction de la prescription médicale. On ne va pas n'introduit pas de médicaments spontanément, ça se fait rigoler. On peut en arrêter, certains parfois, même régulièrement. Mais voilà, on travaille vraiment beaucoup par fenêtre ou par objectif. Ce qui permet d'éviter, parce que tu vois, la réa où tu as le droit de rien toucher, par exemple, en fait, ça veut dire que tu appelles le médecin toutes les 5 minutes. Alors attends, il a 15 de tension, est-ce que je peux baisser la noradrénaline ? Moi, je fais ça dans mon service actuel, il vient, il met une gifle, il repart, sans me répondre. Tu m'as réveillé à 4 heures pour me demander ça ?
D'ailleurs, petit aparté sur ça, mais je sais que ça, enfin, pour être passé en vrai, je sais que ça se fait beaucoup et c'est commun. Mais de base, je crois que c'est pas légal, non? Même si je sais que c'est tout le monde le fait. Non mais j'abordais juste le petit point comme ça, mais je sais que ça se fait comme tout. Hein. On est dans un métier où on a Alors, beaucoup de dépassements. selon le code de santé publique, 43, 1, 2, 3, 4, 5, non, t'as pas le droit. Ouais. Maintenant, les protocoles de service, eux, permettent effectivement d'aller dans ce service spécifique, faire quelque chose, effectivement, de dépasser un petit peu. Ça veut dire que s'il y a un moment où tu as touché à un médicament, tu as touché à pour une raison ou pour une autre, ça se passe mal ou quoi, il y a une enquête, et on te dit, ouais, mais attends, t'as baissé la noradrée alors que c'était pas prescrit. Alors, toi, tu dis, attends, protocole de service, le médecin chef, le chef de service a signé en disant, dans cette mesure, les infirmières ont le droit de faire ceci, cela. C'est lui qui prend la responsabilité. Après, c'est sûr que si tu passes d'une très forte dose à off en 1 minute, bah, c'est ta faute, si tu fais n'importe quoi. Maintenant, si tu as baissé... Enfin, les protocoles de service sont là justement pour te protéger, pour pouvoir sortir un petit peu du cadre légal qui est des fois... qui est très bien, en général, dans la règle générale qui est très bien, mais qui est des fois un peu une contrainte pour pouvoir agir vite. Tu vois, c'est comme la prescription orale est interdite, sauf dans le cadre de l'urgence vitale, à condition qu'elle soit écrite plus tard, mais la prescription orale est autorisée. Et ça, c'est pas protocolisé, ça, c'est le CSP, ça. Tu me diras si je me trompe, mais la réanimation, c'est un service où vous êtes énormément protocolisé. Bah oui, 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 complètement. L'avantage des protocoles, il est triple. C'est que déjà, tu travailles pas au doigt mouillé. Tu fais quoi? Oh, moi j'ai toujours fait comme ça, donc je fais ça. Tu vois, ce bon vieux, fais comme on t'a appris, fais pas ce que je fais moi. Ça n'existe pas. Quasiment pas. Deuxième, c'est que ça te protège, justement, ce qu'on disait, à un moment, si on te demande, attends, mais comment t'as pu oser toucher à ça? En fait, c'est mon travail. Regarde, c'est marqué là. Ça fait partie du truc. Et ça permet aussi, les protocoles te permettent aussi donc d'avoir une unité dans le travail des gens, ce qui fait que si mon collègue qui prend Madame X en charge est parti, pour une raison ou pour une autre, parti manger, on sait rien, ça pose, il y a quelque chose qui sonne, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dans sa chambre, je sais comment ça fonctionne, je sais où sont tels médicaments, je sais, même si je ne connais pas la patiente, je pars d'une base où globalement je suis dans un environnement que je connais, donc je passe pas de temps à me poser des questions, à perdre du temps. Ah merde, il y a la tension qui s'effondre. Attends, où est-ce qu'elle est justement, où est-ce qu'elle est la noradrée, où est-ce qu'il y a machin? Non, non, tension qui s'effondre, c'est là. Voilà, je sais. Ça fait partie des protocoles. Et ça fait, tiens, dernière, c'est même pas triple, c'est quadruple comme avantage. C'est que ça te maintient à un certain niveau aussi d'exigence. Parce que les protocoles sont régulièrement revisités, réactualisés, et du coup, tu es obligé de travailler avec les dernières recommandations. Et en fait, du coup, tu es obligé, alors certes, de te remettre en question, de te remettre à niveau, mais en fait, tu es obligé de travailler avec. Ce qui se fait mieux, bah, c'est quand même pas désagréable. Ça, tu m'étonnes. J'en profite pour du coup aborder un petit peu le point qui intéresse les étudiants et je profiterai pour faire une double question. D'un côté, tu disais que toi tu as choisi la réanimation parce que ça te passionne. Du coup, j'aimerais te relancer sur qu'est-ce qui te passionne dans ça et surtout faire un lien et dire du coup qu'est-ce qui pourrait intéresser les étudiants. Alors, pourquoi j'aime la réanimation? Parce que je trouve que c'est un des services les plus complets. Un des services où tu touches à tout et où tu es le plus autonome. Alors, je ne dis pas que c'est le service le plus, parce que je ne les ai pas tous testés. J'en ai testé une paire quand même. Hein. Mais tu fais plein de soins, tu touches à tous les organes. Alors, je suis d'accord, hein, on va être moins spécialiste en néphro qu'un infirmier qui a 15 ans de néphro. Ok. Et moins spécialiste, c'est la même chose qu'en neuro, etc. Ok. Mais on touche à tous les systèmes, on touche à tous les organes quand même. On va faire de la neuro, de la cardio, de la pneumo, de l'hépato, de la néphro, de l'onco. Ça fait beaucoup de mots en haut, j'espère que donc, même si on n'est pas les meilleurs, on est obligé d'être à peu près bon sur tous les systèmes. Et du coup, ce que j'aime, c'est que tu es obligé de bosser, tu es obligé de te remettre en question, tu es obligé de te mettre un petit peu le pied pour pouvoir justement, non, là je sens que je suis pas au taquet, il faut que je taffe. Et oui, c'est désagréable, tu reprends un petit peu ton rôle étudiant régulièrement en mode, j'ai fini ma journée de boulot, et je sors mon carnet de notes et je révise en fait. Et c'est pas que moi, hein, ça les gars, c'est toutes les infirmières, tous les infirmiers de réa. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des étudiants qui vont du coup arriver en stage en réanimation, qui attendent ça et souvent c'est un stage qui est stressant parce qu'on sait que c'est un des stages justement les plus complexes avec beaucoup d'attentes. Est-ce que tu as des conseils? Oui, alors le premier c'est d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet sur la chaîne Madame en Blanc, voilà. Détendez-vous un petit peu en fait, c'est que il y en a qui l'ont fait avant vous, qui ont survécu. Il y a des personnes qui prennent la réa en premier poste, qui survivent, voilà, donc c'est possible. Il y a énormément de choses à apprendre, oui. Il y a énormément de taf
quand tu commences en réa, oui, c'est pas pour rien que les intégrations des nouveaux arrivants, j'ai jamais vu en dessous d'un mois, alors que quand j'étais en MPR, c'était 2 jours. Hein. Voilà. J'ai pas vu le film, bravo, félicitations avec tes petites blagounettes là. Oui, tu vas taffer, et oui, c'est ça que je disais, c'est que on te dit aussi, les nouveaux arrivants, ils se sentent à l'aise dans le service au bout de 6 mois, 1 an. C'est pas pour à l'aise. C'est vous qui commencent un petit peu à prendre leurs aises. Ça fait 1 an que je suis dans mon nouveau service, un peu plus d'1 an là. Ouais, je commence seulement à prendre un peu la confiance. Alors, très très relatif la confiance. Hein, parce que t'as toujours un petit truc qui vient te mettre un taquet pour te rappeler que, là, t'as été moyen, hein, alors t'as fait quand même. Ce qui fait peur, souvent, pour les ESI qui arrivent en réa, ils stressent. Oh, je suis pas bon en calcul de dose. Alors, là encore, il y a plein de choses à dire. Le premier truc, c'est que déjà, il y a du calcul de dose sur YouTube. Hein, je refais encore une promo, mais bon, voilà. Non, mais surtout, c'est que quand t'es dans l'urgence, quand t'es dans l'urgence vitale, t'as pas, le temps de faire des calculs de l'espace, et t'as pas envie de faire d'erreur. Donc, les 3/4 des médicaments de l'urgence, c'est du 1 pour 1, c'est des trucs que tu utilises pur, ou c'est des trucs que tu vas diviser par 10. Voilà, pour les 3/4 des médicaments, ça se passe comme ça. Ce qui fait que, en termes de dilution, c'est jouable. Il y en a d'autres. Après, pour les médicaments qui ne sont pas de l'urgence ou des trucs comme ça, il y a d'autres choses. Mais en cas d'urgence vitale, typiquement sur une réanimation, la réanimation dont on parle, l'arrêt cardiaque, etc., vraiment l'arrêt pur, où il faut passer de l'adrénaline, c'est facile en fait. C'est des ampoules de 5 mg dans 5 ml, et toi tu dois passer 1 mg par 1 mg. Je sais pas comment tu peux faire plus simple. Tu prends ton ampoule et t'envoies un par un. Voilà. Et autre chose que tu dis pas, c'est fini les débits libres en gouttes, enfin pas les débits libres, mais les calculs en gouttes par minute. On est sur du pousseur. Hein, là, en fait, le calcul en gouttes minutes, à partir du moment où t'es diplômé, ça n'existe plus. Ah oui, ça complètement. Mais après, il faut le faire en IFSI pour faire la gymnastique du cerveau, justement. Mais non, la réa, pour les calculs de dose, c'est relativement simple. Et le truc qui complexifie les calculs de dose, c'est toi en général. C'est dans ta tête. C'est quand t'arrives, on va faire un calcul de dose. Et là, je suis nul en calcul, je sais pas faire, blablabla. Oh. Attends de voir l'énoncé avant de dire que c'est difficile. Attends de voir un peu ce qu'on te dit. Donc, honnêtement, la réa, tu vas plus travailler dans le sens où il va falloir comprendre les mécanismes, comprendre la plomberie, que faire des trucs difficiles, que faire des... c'est pas pour bâcher particulièrement l'IFSI, mais c'est pas pour faire justement ton petit calcul parfait. On va te demander d'être au clair sur les thérapeutiques, oui, mais c'est normal en fait. Si tu donnes un médicament à quelqu'un, t'as juste envie de savoir ce que tu lui donnes et pourquoi tu lui donnes. Est-ce que tu surveilles? Quand tu viens me parler d'une pathologie, ok. Par contre, tu sais à peu près ce que c'est. Tu vois, c'est juste normal. Que tu sois pas ultra pointu sur c'est à cause de la mutation de la protéine de... Ok, ça je dis pas. Par contre, si tu me dis il y a une fibrillation auriculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur va pas trop vite. C'est léger. Tu vois, c'est juste ça. En fait, on va te demander, de la même manière qu'on demande aux infirmiers diplômés de réanimation, on va te demander juste d'être précis sur ce que tu dis, d'être carré sur ce que tu dis, et quand tu as quelque chose à dire, de le dire. Parce que juste, je peux parler. Okay. Le patient, il a 5 d'hémoglobine. Tu pouvais pas le dire avant. Bien, je te remercie pour cet échange qui est vraiment riche. En tout cas, merci pour ton partage d'expérience. Et j'en profite pour faire une petite aparté du coup. Donc Louis, mais aussi qu'on connaît sous le nom de Un Homme en Blanc. Tu me diras si je te trompe, je commence ta promo et je te laisse finir. T'as un compte Instagram et surtout une chaîne YouTube. C'est là que moi je t'ai connu personnellement. Donc le concept d'Un Homme en Blanc, c'est de l'accompagnement justement pour les ESI et pour les jeunes diplômés. C'est des cours clés en main, c'est-à-dire c'est des fiches mémo sur des thèmes précis, clés en main, c'est-à-dire qu'en 15 minutes, on aborde soit une pathologie, soit une famille médicamenteuse, on a même fait de la pratique. C'est très élagué, c'est-à-dire que moi en gros ce que je cherchais quand j'étais à l'IFSI, c'est oh là là j'ai un truc dans 5 minutes, je sais pas, les bouquins, ouais mais attends il y a 50 000 pages, j'ai pas le temps. Les fiches en ligne, ouais alors des fois c'est bancal, c'est écrit par machin qui fait une faute par ligne, je suis pas sûr. Tac, là j'ai essayé de mettre en place, en 15 minutes, je comprends la pathologie, je comprends les tenants, je comprends les aboutissants, je sais ce que j'ai à faire en service. Voilà. Saupoudrer un petit peu de calcul de dose et là-dessus, normalement, t'as de quoi taffer. Et puis le côté Instagram, c'est en plus du côté réactivation mémoire, avec les quiz, avec des fiches mémo encore, des fiches plus visuelles et plus d'interaction avec des photos. En tout cas, je te félicite pour le travail que tu fais sur YouTube, c'est super intéressant. Merci. Et vraiment, allez voir la chaîne YouTube Un Homme en Blanc, c'est vraiment très abordable. Et c'est ça que je pense que c'est ce que tu as essayé de faire et c'est très réussi en tout cas. Et bien, merci beaucoup. J'espère. En tout cas, ça marche pas mal. Très bonne journée. Merci bien pour ton invitation. À plus.
Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.